dans ce deuxième volet consacré aux conflits d'aujourd'hui, je ne vais plus faire de constats géopolitiques, mais un petit cours de stratégie, d'anticipation et de modèles d'armée. Dans un premier volet, nous avons analysé la situation internationale en constatant plusieurs types de conflictualité. La persistance de contentieux datant de la période post-1945, comme le litige entre la Russie et le Japon sur les îles Kouriles. Plusieurs zones du continent africain sont touchées par la guerre. Il y a la montée en puissance d'acteurs non étatiques, avec les guérillas en Irak ou le Hezbollah au Liban. Et puis, bien sûr, ce qu'il y a peut-être de plus médiatique, ce que les États-Unis nomment la guerre contre le terrorisme. Face à une telle situation, les politiques nationales et les armées évoluent, et l'on constate une remontée globale des dépenses de défense. Voici un schéma tiré de l'annuaire du SIPRI, le Stockholm International Peace Research Institute. Et avec la fin de l'Union soviétique, s'amorce une baisse générale des budgets nationaux de défense. Le point le plus bas de la courbe est situé vers 1996 et précède l'amorce d'une remontée qui s'accélère après septembre 2001. Ce qui fait qu'en 2006, les dépenses militaires ont retrouvé leur niveau de 1988, soit 1 200 milliards de dollars en dollars constants. Des dépenses militaires en augmentation, cela signifie en principe que les menaces sont grandissantes, ou la perception de ces menaces, ce qui n'est pas la même chose. Dès lors, comment les États se préparent-ils à la guerre? Regardez ce deuxième schéma qui décrit cet élément central qu'on appelle la stratégie. Stratégie, cela vient du grec stratos et agein, c'est-à-dire conduire une armée. Et contrairement à ce que l'on croit souvent, la stratégie ne concerne pas que les domaines militaires. Il y a au centre le niveau politique, c'est-à-dire la décision d'un gouvernement démocratiquement élu, puis la stratégie générale, militaire, économique, culturelle, diplomatique. Vient ensuite la stratégie de renseignement ou de désinformation, la capacité industrielle, c'est-à-dire la production et l'achat de systèmes d'armes, en somme ce qu'on appelle les moyens, et puis enfin l'organisation des forces. On comprend ainsi comment s'élabore une stratégie globale pour isoler, intervenir ou éliminer en fonction d'objectifs à atteindre. Isoler, l'URSS par exemple pendant des décennies, la contenir, c'est la théorie américaine du containment. Aujourd'hui, on parle d'isoler la Corée du Nord ou l'Iran pour empêcher ce régime de se doter de l'arme nucléaire. Intervenir, pour repousser l'armée irakienne hors du Koweït en 1991. Ou en 1995, l'armée serbe de Bosnie-Herzégovine, ou encore en 1999, la faire sortir du Kosovo. Ou encore, pour l'armée russe, intervenir en Géorgie en 2008. Mais là, sans éliminer le régime. Car on peut aussi éliminer le régime politique des talibans en Afghanistan en 2001, ou celui de Saddam Hussein en Irak en 2003. Eh bien voilà quelques exemples qui montrent la fréquente utilisation de l'outil militaire dans la gestion des conflits. Une telle stratégie peut être nationale, mais elle est de plus en plus souvent en coalition, plusieurs États recherchant les mêmes objectifs, comme l'OTAN en Serbie ou aujourd'hui en Afghanistan. Alors quels sont les moyens pour atteindre de tels objectifs? Sur ce planisphère, on constate maintenant que les armées de terre, aux effectifs les plus importants dans le monde, sont américaines, chinoises, indiennes et russes. Et puis, loin derrière, françaises et britanniques. Mais numériquement, cela ne veut plus dire grand-chose pour deux raisons. D'abord, les armées à gros bataillons n'existent plus. Aujourd'hui, ce n'est plus le nombre de soldats qui fait la victoire, mais leur niveau d'équipement et d'entraînement. Et à cet égard, l'armée américaine dispose des trois, du nombre, de l'équipement et de l'entraînement. Ensuite, parce qu'il y a de moins en moins de terrain ouvert. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Ce planisphère nous montre la localisation des très grandes villes dans le monde. Les points les plus gros représentent les villes de plus de 8 millions d'habitants. Les points les plus petits, ce sont les villes de 1 à 8 millions d'habitants. Et de fait, tous les états-majors savent maintenant que les conflits du futur vont se jouer en ville.
D'abord pour des raisons simplement statistiques, puisque la moitié de l'humanité vit en ville, soit 3 milliards de personnes. Ensuite, les mouvements de guérilla sont à l'aise en zone urbaine. Et enfin, les populations civiles deviennent de plus en plus les enjeux des conflits, parfois même plus que les forces armées. Les opérations de contre-insurrection seront donc de plus en plus complexes, car ces mégapoles forment des couloirs continus d'habitat et laissent peu de place aux terrains ouverts, mais beaucoup aux embuscades. À ces paramètres s'ajoute la dimension économique. Beaucoup de ces grandes villes sont des cibles potentielles parce qu'elles sont de grands pôles commerciaux, vulnérables au terrorisme par exemple. Donc pour des raisons de sécurité et pour des raisons économiques, ces grandes agglomérations sont particulièrement surveillées, d'autant que nombre d'entre elles sont des villes côtières, d'où partent flux de containers, flux de vracs secs et bien sûr les grands flux pétroliers. Et les marines nationales sont donc là pour sécuriser ces flux. Songez à l'importance, dans les deux sens du mot, des flux pétroliers qui circulent entre le Moyen-Orient et la Chine ou vers les États-Unis. Et songez aux conséquences s'ils étaient interrompus ou même seulement ralentis. Leur fluidité est donc une condition de la paix. Troisième composante dans les grandes armées, la dimension aérienne. Tous les États ont des armées de terre, beaucoup ont des marines nationales, mais peu disposent de forces aériennes. Celles-ci ont beaucoup évolué dans la technologie comme dans les applications. Renseignement dans la profondeur, appui à l'intervention des forces terrestres. Il y a maintenant les drones, c'est-à-dire des avions sans pilote, guidés à distance. Mais les forces aériennes ont toujours une fonction de bombardement. On l'a vu en Afghanistan, en Irak ou en Géorgie. Regardez ce schéma. Il nous montre l'évolution dans la précision des frappes. 1 km environ de marge d'erreur pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, 120 mètres pendant la guerre américano-vietnamienne, 3 mètres lors de la guerre du Golfe en 1991, avec l'apparition des missiles guidés. Eh bien, cette marge d'erreur n'est plus que d'1 mètre depuis 2003. Alors, c'est technologiquement tout à fait spectaculaire, mais cela ne doit pas cacher les débats constants sur l'affectation des dépenses militaires. De nombreux officiers estiment que les conflits futurs seront toujours question d'hommes, parce qu'il faut toujours occuper le terrain et qu'il faut toujours faire des choix budgétaires, surtout lorsque l'on sait par exemple que le prix d'achat d'un F-16 équivaut à 1 an d'entraînement de dizaines de milliers de réservistes dans une armée de terre. Donc, espace terrestre, maritime, aérien, s'ajoute l'utilisation de plus en plus dense de l'espace extra-atmosphérique. Les satellites sont de plus en plus nombreux dans l'espace, ils servent à la communication, à la navigation, au positionnement. C'est là l'origine du Global Positioning System, le GPS, et à la surveillance des départs de missiles adverses, voire à leur interception. Le test d'armes antisatellites réalisé par la Chine en 2007, ou bien les projets américains de contre-force spatiale, montrent un outil et un contexte en pleine expansion. Voilà, aujourd'hui l'exercice est un peu froid, car au cœur de toute pensée stratégique, il y a la rationalité. Toutes les tensions ne débouchent pas forcément sur la guerre. Il y a toujours un gros travail de diplomatie ouverte ou discrète. Mais cette rationalité a quelque chose de désagréable, car elle nous contraint à noter les évolutions de la guerre. De plus en plus courte, de plus en plus mondialisée, de plus en plus privatisée, et avec de plus en plus de contraintes juridiques. Les guerres sont moins militaires, elles frappent plus les civils, c'est-à-dire qu'elles s'éloignent des thèses de Clausewitz. S'agit-il de détruire l'adversaire ou seulement de l'affaiblir? Vous pouvez approfondir ce petit cours de stratégie en lisant l'Atlas préparé par la Fondation pour la recherche stratégique dirigée par Bruno Terträsch et autrement, avec d'ailleurs un dernier chapitre destiné aux enseignants. La revue Diplomatie sort un numéro qui s'appelle Guerre et paix, à quel prix? Vous avez aussi le rapport annuel de l'IFRI, c'est le Ramsès 2009. Et puis la très bonne revue qui s'appelle La Géographie publie un numéro de photos consacré à la guerre et au conflit.
ce deuxième volet consacré aux conflits d'aujourd'hui, je ne vais plus faire de constats géopolitiques, mais un petit cours de stratégie, d'anticipation et de modèle d'armée. Dans un premier volet, nous avons analysé la situation internationale en constatant plusieurs types de conflictualité. La persistance de contentieux datant de la période post-1945, comme le litige entre la Russie et le Japon sur les îles Kouriles. Plusieurs zones du continent africain sont touchées par la guerre. Il y a la montée en puissance d'acteurs non étatiques, avec les guérillas en Irak ou le Hezbollah au Liban. Et puis, bien sûr, ce qu'il y a peut-être de plus médiatique, ce que les États-Unis nomment la guerre contre le terrorisme. Face à une telle situation, les politiques nationales et les armées évoluent, et l'on constate une remontée globale des dépenses de défense. Voici un schéma tiré de l'annuaire du SIPRI, le Stockholm International Peace Research Institute. Et avec la fin de l'Union soviétique, s'amorce une baisse générale des budgets nationaux de défense. Beaucoup de ces grandes villes sont des cibles potentielles parce qu'elles sont de grands pôles commerciaux, vulnérables au terrorisme par exemple. Donc pour des raisons de sécurité et pour des raisons économiques, ces grandes agglomérations sont particulièrement surveillées, d'autant que nombre d'entre elles sont des villes côtières, d'où partent flux de containers, flux de vracs secs et bien sûr les grands flux pétroliers. Et les marines nationales sont donc là pour sécuriser ces flux. Songez à l'importance, dans les deux sens du mot, des flux pétroliers qui circulent entre le Moyen-Orient et la Chine ou vers les États-Unis. Et songez aux conséquences s'ils étaient interrompus ou même seulement ralentis. Leur fluidité est donc une condition de la paix. Troisième composante dans les grandes armées, la dimension aérienne. Tous les États ont des armées de terre, beaucoup ont des marines nationales, mais peu disposent de forces aériennes. Celles-ci ont beaucoup évolué dans la technologie comme dans les applications. Renseignement dans la profondeur, appui à l'intervention des forces terrestres. Il y a maintenant les drones, c'est-à-dire des avions sans pilote, guidés à distance. Mais les forces aériennes ont toujours une fonction de bombardement. On l'a vu en Afghanistan, en Irak ou en Géorgie. Regardez ce schéma. Il nous montre l'évolution globale pour isoler, intervenir ou éliminer en fonction d'objectifs à atteindre. Isoler, l'URSS par exemple pendant des décennies, la contenir, c'est la théorie américaine du containment. Aujourd'hui, on parle d'isoler la Corée du Nord ou l'Iran pour empêcher ce régime de se doter de l'arme nucléaire. Intervenir, pour repousser l'armée irakienne hors du Koweït en 1991, ou en 1995 l'armée serbe de Bosnie-Herzégovine, ou encore en 1999 la faire sortir du Kosovo, ou encore pour l'armée russe intervenir en Géorgie en 2008, mais là sans éliminer le régime, car on peut aussi éliminer le régime politique des talibans en Afghanistan en 2001, ou celui de Saddam Hussein en Irak en 2003. Eh bien voilà quelques exemples qui montrent la fréquente utilisation de l'outil militaire dans la gestion des conflits. Une telle stratégie peut être nationale, mais elle est de plus en plus souvent en coalition, plusieurs États recherchant les mêmes objectifs, comme l'OTAN en Serbie ou aujourd'hui en Afghanistan. Alors quels sont les moyens pour atteindre de tels objectifs? Sur ce planisphère, on constate maintenant que les armées de terre, aux effectifs les plus importants dans le monde, sont américaines, chinoises, indiennes et russes. Et puis, loin derrière, françaises et britanniques. Mais numériquement, cela ne veut plus dire grand-chose pour deux raisons. D'abord, les armées à gros bataillons n'existent plus. Aujourd'hui, ce n'est plus le nombre de soldats qui fait la victoire, mais leur niveau d'équipement et d'entraînement. Et à cet égard, l'armée américaine dispose des trois, du nombre, de l'équipement et de l'entraînement. Ensuite, parce qu'il y a de moins en moins de terrain ouvert. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Ce planisphère nous montre la localisation des très grandes villes dans le monde. Les points les plus gros représentent les villes de plus de 8 millions d'habitants. Les points les plus petits, ce sont les villes de 1 à 8 millions d'habitants. Et de fait, tous les états-majors savent maintenant que les conflits du futur vont se jouer en ville.
D'abord pour des raisons simplement statistiques, puisque la moitié de l'humanité vit en ville, soit 3 milliards de personnes. Ensuite, les mouvements de guérilla sont à l'aise en zone urbaine. Et enfin, les populations civiles deviennent de plus en plus les enjeux des conflits, parfois même plus que les forces armées. Les opérations de contre-insurrection seront donc de plus en plus complexes, car ces mégapoles forment des couloirs continus d'habitat et laissent peu de place au terrain ouvert, mais beaucoup aux embuscades. À ces paramètres s'ajoute la dimension économique. Le point le plus bas de la courbe est situé vers 1996 et précède l'amorce d'une remontée qui s'accélère après septembre 2001. Ce qui fait qu'en 2006, les dépenses militaires ont retrouvé leur niveau de 1988, soit 1 200 milliards de dollars en dollars constants. Des dépenses militaires en augmentation, cela signifie en principe que les menaces sont grandissantes, ou la perception de ces menaces, ce qui n'est pas la même chose. Dès lors, comment les États se préparent-ils à la guerre? Regardez ce deuxième schéma qui décrit cet élément central qu'on appelle la stratégie. Stratégie, cela vient du grec stratos et agein, c'est-à-dire conduire une armée. Et contrairement à ce que l'on croit souvent, la stratégie ne concerne pas que les domaines militaires. Il y a au centre le niveau politique, c'est-à-dire la décision d'un gouvernement démocratiquement élu, puis la stratégie générale, militaire, économique, culturelle, diplomatique. Vient ensuite la stratégie de renseignement ou de désinformation, la capacité industrielle, c'est-à-dire la production et l'achat de systèmes d'armes, en somme ce qu'on appelle les moyens, et puis enfin l'organisation des forces. On comprend ainsi comment s'élabore une stratégie globale. Et de fait, tous les états-majors savent maintenant que les conflits du futur vont se jouer en ville. D'abord pour des raisons simplement statistiques, puisque la moitié de l'humanité vit en ville, soit 3 milliards de personnes. Ensuite, les mouvements de guérilla sont à l'aise en zone urbaine. Et enfin, les populations civiles deviennent de plus en plus les enjeux des conflits, parfois même plus que les forces armées. Les opérations de contre-insurrection seront donc de plus en plus complexes, car ces mégapoles forment des couloirs continus d'habitat et laissent peu de place au terrain ouvert, mais beaucoup aux embuscades. À ces paramètres s'ajoute la dimension économique. Beaucoup de ces grandes villes sont des cibles potentielles parce qu'elles sont de grands pôles commerciaux, vulnérables au terrorisme par exemple. Donc pour des raisons de sécurité et pour des raisons économiques, ces grandes agglomérations sont particulièrement surveillées, d'autant que nombre d'entre elles sont des villes côtières, d'où partent flux de containers, flux de vracs secs et bien sûr les grands flux pétroliers. Et les marines nationales sont donc là pour sécuriser ces flux. Songez à l'importance, dans les deux sens du mot, des flux pétroliers qui circulent entre le Moyen-Orient et la Chine ou vers les États-Unis. Et songez aux conséquences s'ils étaient interrompus ou même seulement ralentis. Leur fluidité est donc une condition de la paix. Troisième composante dans les grandes armées, la dimension aérienne. Tous les États ont des armées de terre, beaucoup ont des marines nationales, mais peu disposent de forces. En 1995, l'armée serbe de Bosnie-Herzégovine, ou encore en 1999, la faire sortir du Kosovo. Ou encore pour l'armée russe intervenir en Géorgie en 2008. Mais là, sans éliminer le régime. Car on peut aussi éliminer le régime politique des talibans en Afghanistan en 2001, ou celui de Saddam Hussein en Irak en 2003. Eh bien voilà quelques exemples qui montrent la fréquente utilisation de l'outil militaire dans la gestion des conflits. Une telle stratégie peut être nationale, mais elle est de plus en plus souvent en coalition, plusieurs États recherchant les mêmes objectifs, comme l'OTAN en Serbie ou aujourd'hui en Afghanistan. Alors quels sont les moyens pour atteindre de tels objectifs? Sur ce planisphère, on constate maintenant que les armées de terre, aux effectifs les plus importants dans le monde, sont américaines, chinoises, indiennes et russes. Et puis, loin derrière, françaises et britanniques. Mais numériquement, cela ne veut plus dire grand-chose pour deux raisons. D'abord, les armées à gros bataillons n'existent plus. Aujourd'hui, ce n'est plus le nombre de soldats qui fait la victoire, mais leur niveau d'équipement et d'entraînement.
Et à cet égard, l'armée américaine dispose des trois, du nombre, de l'équipement et de l'entraînement. Ensuite, parce qu'il y a de moins en moins de terrain ouvert. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Ce planisphère nous montre la localisation des très grandes villes dans le monde. Les points les plus gros représentent les villes de plus de 8 millions d'habitants. Les points les plus petits, ce sont les villes de 1 à 8 millions d'habitants. Dans ce deuxième volet consacré au conflit d'aujourd'hui, je ne vais plus faire de constats géopolitiques, mais un petit cours de stratégie, d'anticipation et de modèle d'armée. Dans un premier volet, nous avons analysé la situation internationale en constatant plusieurs types de conflictualité. La persistance de contentieux datant de la période post-1945, comme le litige entre la Russie et le Japon sur les îles Kouriles. Plusieurs zones du continent africain sont touchées par la guerre. Il y a la montée en puissance d'acteurs non étatiques, avec les guérillas en Irak ou le Hezbollah au Liban. Et puis, bien sûr, ce qu'il y a peut-être de plus médiatique, ce que les États-Unis nomment la guerre contre le terrorisme. Face à une telle situation, les politiques nationales et les armées évoluent, et l'on constate une remontée globale des dépenses de défense. Voici un schéma tiré de l'annuaire du SIPRI, le Stockholm International Peace Research Institute. Et avec la fin de l'Union soviétique, s'amorce une baisse générale des budgets nationaux de défense. Le point le plus bas de la courbe est situé vers 1996 et précède l'amorce d'une remontée qui s'accélère après septembre 2001. Ce qui fait qu'en 2006, les défenses aériennes. Celles-ci ont beaucoup évolué dans la technologie comme dans les applications. Renseignement dans la profondeur, appui à l'intervention des forces terrestres. Il y a maintenant les drones, c'est-à-dire des avions sans pilote, guidés à distance. Mais les forces aériennes ont toujours une fonction de bombardement. On l'a vu en Afghanistan, en Irak ou en Géorgie. Regardez ce schéma. Il nous montre l'évolution dans la précision des frappes. 1 km environ de marge d'erreur pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, 120 mètres pendant la guerre américano-vietnamienne, 3 mètres lors de la guerre du Golfe en 1991, avec l'apparition des missiles guidés. Eh bien, cette marge d'erreur n'est plus que d'1 mètre depuis 2003. Alors, c'est technologiquement tout à fait spectaculaire, mais cela ne doit pas cacher les débats constants sur l'affectation des dépenses militaires. De nombreux officiers estiment que les conflits futurs seront toujours question d'hommes, parce qu'il faut toujours occuper le terrain et qu'il faut toujours faire des choix budgétaires, surtout lorsque l'on sait par exemple que le prix d'achat d'un F-16 équivaut à 1 an d'entraînement de dizaines de milliers de réservistes dans une armée de terre. Donc, espace terrestre, maritime, aérien, s'ajoute l'utilisation de plus en plus dense de l'espace extra-atmosphérique. Les satellites sont de plus en plus nombreux dans l'espace, ils servent à la communication, à la navigation, au positionnement. C'est là l'origine des dépenses militaires ont retrouvé leur niveau de 1988, soit 1 200 milliards de dollars en dollars constants. Des dépenses militaires en augmentation, cela signifie en principe que les menaces sont grandissantes, ou la perception de ces menaces, ce qui n'est pas la même chose. Dès lors, comment les États se préparent-ils à la guerre? Regardez ce deuxième schéma qui décrit cet élément central qu'on appelle la stratégie. Stratégie, cela vient du grec stratos et agein, c'est-à-dire conduire une armée. Et contrairement à ce que l'on croit souvent, la stratégie ne concerne pas que les domaines militaires. Il y a au centre le niveau politique, c'est-à-dire la décision d'un gouvernement démocratiquement élu, puis la stratégie générale, militaire, économique, culturelle, diplomatique. Vient ensuite la stratégie de renseignement ou de désinformation, la capacité industrielle, c'est-à-dire la production et l'achat de systèmes d'armes, en somme ce qu'on appelle les moyens, et puis enfin l'organisation des forces.
On comprend ainsi comment s'élabore une stratégie globale pour isoler, intervenir ou éliminer en fonction d'objectifs à atteindre. Isoler l'URSS, par exemple, pendant des décennies, la contenir. C'est la théorie américaine du containment. Aujourd'hui, on parle d'isoler la Corée du Nord ou l'Iran pour empêcher ce régime de se doter de l'arme nucléaire. Intervenir pour repousser l'armée irakienne hors du Koweït en 1991 ou en